Partout sur la planète, en ce moment même, on est en train de complètement repenser la ville. Face aux défis qui nous attendent, on voit émerger des projets, des projets fous, spectaculaires, et ça nous pousse à nous demander comment est-ce qu'on veut vivre, travailler, et surtout quel lien on veut avoir avec notre environnement. La question, elle est immense. Si on devait repartir de zéro, d'une feuille blanche, elle ressemblerait à quoi la cité parfaite du XXIe siècle? Eh bien, les réponses qui se dessinent aujourd'hui, elles ne pourraient pas être plus différentes les unes des autres. On a d'un côté le rêve d'un univers entièrement contrôlé, une sorte de microplanète numérique, et de l'autre, une vision radicalement opposée. Une ville qui s'efface, qui se fond dans la nature au point de presque disparaître. Deux utopies, deux futurs qui s'affrontent. Allez, explorons la première voie. Direction l'Arabie Saoudite. Là-bas, un projet pharaonique est en train de sortir du sable. Son nom, The Moukab, la ville dans un cube. Une véritable prouesse technologique. Et pour bien comprendre le gigantisme de la chose, un seul chiffre suffit. 400 000. C'est le nombre d'habitants que ce bâtiment unique est censé pouvoir accueillir. C'est la population d'une ville comme Nice ou Florence. Et tout ça dans un cube parfait de 400 mètres de haut, de large et de long. Une structure tellement vaste qu'elle pourrait contenir 2 Empire State Buildings. Une ville entière, je dis bien une ville entière, dans un seul et même bâtiment. C'est fou. Et à l'intérieur, alors là, c'est un autre univers qui se prépare. Au centre, une tour colossale va abriter des hôtels, des restaurants. Au-dessus des têtes, imaginez un ciel holographique qui projettera en permanence des mondes imaginaires, des fonds marins ou même des paysages de la planète Mars. Il y aura aussi un système de transport autonome, des musées, des parcs. Bref, tout est pensé pour que ce soit une expérience totale, un monde en soi. Bon, derrière tout ce spectacle, l'objectif, il est très clair. Il s'agit de faire de Riyad une capitale mondiale incontournable pour l'après-pétrole. Et ça commence par l'exposition universelle de 2030. C'est un pari économique et touristique absolument monumental. Mais ça pose une question vertigineuse quand même. Comment est-ce qu'on climatise une boîte de verre géante plantée au milieu d'un désert où le thermomètre peut atteindre 45 degrés? Le défi d'ingénierie est aussi colossal que la structure elle-même. À l'exact opposé de ce rêve de technologie, une autre vision est en train de prendre racine. Allez, on change complètement de décor. Bienvenue au Bhoutan et son projet de Géléfu, la cité de la pleine conscience. Une métropole qui se veut, elle, organique. Son surnom dit tout, l'anti-Dubaï. Ici, le but n'est pas de dompter la nature, mais de composer avec elle. La course à la hauteur, au spectaculaire, est remplacée par une quête de sens et d'harmonie. En fait, tout le projet repose sur ce concept unique au Bhoutan, le bonheur national brut. C'est une philosophie où la réussite d'un pays ne se mesure pas à son PIB, à sa croissance économique, mais au bien-être collectif, à la santé spirituelle et écologique de sa population. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, la ville ne va pas s'imposer au paysage, elle va en épouser les formes en suivant le cours des 35 rivières de la région. Les infrastructures vitales, comme un aéroport ou une université, seront intégrées dans des ponts habités qui enjambent les cours d'eau. Les rizières serviront de protection contre les inondations tout en laissant des passages pour les animaux comme les éléphants. Et la règle d'or, aucun bâtiment ne devra dépasser la cime des arbres. Alors si on met les deux face à face, le contraste est juste saisissant. D'un côté, The Moukab, la croissance économique par le spectacle, un environnement intérieur totalement maîtrisé, une architecture verticale, conquérante. De l'autre, Géléfu, le bien-être par l'harmonie, l'intégration à la nature, une architecture horizontale, humble, dont le but est de retenir les talents et de créer un modèle de développement durable. Et si la prochaine frontière n'était finalement ni sur la terre ferme, ni dans un cube, mais sous la surface de l'eau? Une troisième vision nous emmène dans les profondeurs des océans, un endroit où l'humanité n'a jamais vraiment vécu. Le projet s'appelle Deep et il développe des habitats modulaires, les sentinelles. Ils sont conçus pour fonctionner jusqu'à 200 mètres de profondeur, dans ce qu'on appelle la zone crépusculaire de l'océan. Le but ici, ce n'est pas le tourisme, c'est la science. Il s'agit de permettre à des chercheurs de vivre des mois entiers dans l'écosystème qu'ils étudient, bien au-delà des 90 petites minutes que permet la plongée traditionnelle. C'est une immersion totale pour essayer de percer les secrets du monde sous-marin. Tous ces futurs sont fascinants, vraiment. Mais pour chaque utopie qu'on imagine, l'histoire est là pour nous rappeler que les grandes ambitions peuvent parfois se fracasser sur le mur de la réalité. Un petit voyage dans le temps s'impose pour écouter les échos des cités perdues. Ambitieuse comme l'était l'île de Hashima au Japon. C'était l'un des endroits les plus densément peuplés au monde, une vraie fourmilière bâtie sur une mine de charbon sous-marine.
Une fois la ressource épuisée, la ville a été tout simplement abandonnée. Il n'en reste aujourd'hui qu'un squelette de béton. Luxueuse, comme cette forêt de châteaux de contes de fées en Turquie. Un projet immobilier complètement démesuré qui a fait faillite, laissant des centaines de villas identiques vides à l'état de ruines modernes. Le rêve de grandeur qui a viré au cauchemar financier. Et puis, oublié. Oubliée comme la grande cité amérindienne de Cahokia aux États-Unis. À son apogée au XIIe siècle, elle était plus grande que Paris. Et pourtant, elle a été totalement désertée autour de 1350, probablement à cause de changements climatiques et de l'épuisement des ressources. Aujourd'hui, il ne reste que des terres de terre silencieux. Ces histoires, elles hantent un peu nos projets futuristes et elles posent une question fondamentale. En dessinant le monde de demain, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à préserver du monde d'aujourd'hui ? Notre ambition technologique, notre lien avec la nature, ou cet équilibre fragile et si difficile à trouver entre les deux ?